leadership est une question importante. C'est une personne, je sais, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Quelqu'un comme Gilles Attali, vous ne l'avez jamais reçu encore. Je pense que vraiment, il serait extrêmement intéressant parce que c'est sa passion. Voilà, il fait que ça et il a lancé un mouvement qui s'appelle Afrique Consciente. Donc, sur ce plan, je pense qu'il vous apporterait beaucoup de choses intéressantes. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur ce programme Leader d'Afrique. Et Leader d'Afrique reçoit pour vous ce soir Gilles Attali. À la découverte donc de Gilles Attali avec cet édito signé Mactar Sylla. Leader d'Afrique accueille aujourd'hui quelqu'un pour qui le leadership est un credo. Gilles Attali, en plus de 30 ans de sacerdoce professionnel, n'a cessé de nourrir en lui la volonté de partager et de disséminer ses connaissances, son vécu, dans l'optique de contribuer à former ceux qu'il appelle les leaders de demain sur le continent noir. Leader parmi les leaders, ce Togolais de la diaspora est né au Sénégal et marié à une Sénégalaise. Il a étudié et débuté sa carrière en Côte d'Ivoire et l'a poursuivi dans plusieurs pays. Gilles, dont nos chemins sont souvent croisés, a occupé des postes de haute responsabilité dans les domaines du management, du marketing, de la planification stratégique au sein de groupes majeurs et multinationales tant en Afrique, au Kenya, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo qu'en Europe, notamment en Hollande. Polyglotte, francophone, anglicisé, Gilles Attali a fait bénéficier partout de son savoir-faire, tant aux chefs d'entreprise du secteur public que du secteur privé, qu'au personnel des grandes entreprises et des institutions panafricaines, avec ses marques distinctives des grands leaders, la discrétion et l'humilité. Pragmatique, passionné de l'Afrique, généreux dans l'effort fin observateur des profondes et incessantes mutations affectant notre monde contemporain et notre continent, Gilles Attali est naturellement un globe-trotteur. Aujourd'hui, qu'il gère le groupe TNA Africa Consulting, fondé en 2007 en Afrique du Sud, qui avec ses unités de production travaille sur une matière première originale, le savoir-faire, notamment le leadership et la stratégie du développement, Gilles Attali devait forcément faire escale à Leader d'Afrique. Gilles Attali, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir sur Leader d'Afrique. Bonsoir. Alors, à la suite de cet édito de Mactar Sylla, sur quoi insisteriez-vous en 2-3 mots pour vous présenter par vous-même? Je crois que M. Mactar Sylla a fait un excellent travail. Je dirais juste ma passion pour l'Afrique, ma conviction que l'Afrique, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui, et le fait que chacun de sa place doit contribuer à ce que notre monde soit meilleur. Nous sommes co-responsables de ce qui nous arrive. Voilà, il est donc complet l'éditorial de Monsieur Sylla. Nous allons après revenir sur votre parcours. Est-ce que vous pourriez revenir sur les grandes étapes qui ont ponctué ce parcours? Alors, je suis Gilles Attali, je suis un Togolais de la diaspora. Je suis heureux, marié, père de 4 enfants. Je mène une vie, je crois, décente parce que je travaille depuis maintenant 13 ans pour ma propre organisation à travailler à la transformation de plusieurs cadres sur ce continent. J'ai monté une organisation dont on parlera tout à l'heure, encore certainement Afrique Consciente, qui mobilise beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie de ma part. Je travaille et je n'ai jamais fini de faire ce que j'ai à faire parce que la vision qui est la mienne ne trouvera pas satisfaction après-demain. Il faudra encore du temps avant que tout ceci que je souhaite ne puisse arriver. Alors, quel est le déclic qui vous a porté vers ce secteur dont on aurait dit qu'il n'aurait eu de réceptacle que dans un univers anglo-saxon? Monsieur Dandé, peut-être que l'explication vient du fait que j'ai vécu moi-même pendant de très longues années en milieu anglo-saxon. Plus de la moitié de ma carrière professionnelle a été conduite, a été menée en pays anglophones, notamment au Kenya, en Afrique du Sud, en Hollande également, où je parlais plus anglais que néerlandais de toute façon. Et donc, au contact, surtout au Kenya et en Afrique du Sud, de ces réalités qui ne sont pas vraiment francophones,
peut-être que j'ai compris l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills et qui sont déterminantes pour le succès et la grande performance. Cette sensibilité a dû venir de là. Elle est également venue du fait que toute ma carrière, donc 35 ans aujourd'hui que je travaille, dont 22 années en entreprise et 13 années à la tête de ma propre organisation, j'ai beaucoup voyagé. Et l'expérience des hommes que j'ai acquise me permet de comprendre qu'au-delà du bagage technique, il y a tout ce bagage émotionnel qui est très important. Et c'est peut-être pour ça que je comprends un peu mieux cette chose dont on parle, qui est un peu plus anglo-saxonne que francophone. Alors, vous parliez tout à l'heure du succès. Comment définissez-vous le succès ? Alors, le succès, il dépend de chacun d'entre nous. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des grandes personnes que j'admire véritablement et qui m'ont expliqué que pour elles, le succès, c'était juste d'avoir une famille équilibrée, une épouse, des enfants, tout le monde en bonne santé et tout le monde heureux de contribuer de sa place. Pour cette personne, c'est juste ça le succès. Pour d'autres personnes, c'est amasser beaucoup de biens, c'est avoir un parc auto, avoir un parc entreprise. Pour eux, c'est le succès. Pour d'autres personnes, c'est juste être tranquille de leur place et avoir la paix que ce qu'elles ont à faire, elles ont fait bien et qu'elles ont donné du meilleur pendant qu'elles pouvaient donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc nous avons tous une définition du succès qui est relative et qui dépend de chacun d'entre nous. Oui, le succès est donc relatif en fonction de chacun de ses aspirations, de ses ambitions et de ses perspectives personnelles, c'est bien entendu. Mais est-ce qu'il y a une définition qui peut être universelle du succès ? Je pense. Alors ça, ce serait ma contribution. Et ce ne peut pas être la définition universelle. C'est ce que moi, je crois que je vais vous dire maintenant. Je crois que chacun d'entre nous a un potentiel. Chacun d'entre nous a un bagage qui existe et qu'il doit utiliser. Le succès, c'est quand on a la satisfaction pendant sa vie, non pas simplement au soir de sa vie, quand on a, durant sa vie, la conscience tranquille que le potentiel que nous possédons est mis au service d'une cause qui dépasse nos petits intérêts. Là, je pense qu'on pourrait parler de succès. Chacun de nous est appelé à contribuer pour des choses plus importantes que nos petits besoins immédiats et personnels. Eh bien, je pense qu'au moment où un homme ou une femme a conscience qu'il a mis au service d'une communauté ou d'une cause tous les talents dont il a hérité ou qu'il a cultivé, eh bien, pour moi, j'appellerais ça le succès. Alors, vous êtes un prêcheur de la parole du succès, si on peut le dire ainsi. Quelles sont les réticences ou éventuels obstacles que vous auriez rencontrés sur votre chemin jusque-là ? Alors, d'abord, oui, je parle beaucoup de succès, mais je voudrais dire une chose. Le succès, c'est quelque chose qui se bâtit. Et le succès, c'est souvent la suite de beaucoup d'erreurs et beaucoup d'erreurs sur le parcours. Donc, je ne parle pas de succès, je parle plus d'expérience réussie. Voilà, donc je pense que quelqu'un peut se tromper, apprendre ses erreurs et puis avancer. Et puis dans la vie, tout le monde ne peut pas tous les jours être heureux de ce qu'il a accompli. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre de nos erreurs, les analyser pour pouvoir avancer. Quelles sont les grandes barrières ? C'est, je pense, cette prise de conscience. C'est le stress non nécessaire lorsque ce qu'on a planifié n'arrive pas. Je crois qu'il faut juste s'arrêter, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, et puis se relever et remarcher. Voilà, donc beaucoup de gens s'arrêtent au milieu du gué, alors qu'il faudrait juste continuer en comprenant quelles sont toutes les haies, toutes les barrières qu'il ou elle a dû sauter, qu'il ou elle a dû rencontrer, contre lesquelles il a été bloqué pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de... Il faut changer nos paradigmes sur le succès. Le succès, à la fin, on l'obtient lorsqu'on a la conscience tranquille et qu'on sait qu'on a bien fait ce qu'il fallait faire. Alors, la réussite, le succès dépendent bien évidemment de chacun. Et que faut-il, d'après vous, pour que les Africains prennent réellement conscience, à tout point de vue, de la nécessité d'un éveil, voire même d'un réveil immédiat ? Alors,
va peut-être commencer la partie où je vais être un peu dur avec nous-mêmes, y compris avec moi-même. Je pense que ce qui nous manque, le vrai souci que nous avons, c'est que nous ne sommes pas riches dans ce que nous appelons construire une vision qui soit une vision, je dirais, ambitieuse. Il ne faut pas se contenter de juste vivre au niveau où nous sommes. L'Afrique, ce n'est pas simplement le réservoir des matières premières, comme on le fait croire. C'est également le réservoir de culture et de savoir. Cher Anta Diop disait « Armez-vous jusqu'aux dents du savoir », parce qu'il sait que de l'Afrique vient la science et le savoir. Il faudrait que nous soyons plus ambitieux. Je pense que le réveil de l'Afrique viendra lorsque, poussé par une masse critique de personnes qui pensent, qui comprennent ce qu'on est en train de discuter et les grands enjeux de notre continent, eh bien, nous comprendrons que nous ne sommes pas juste le réservoir des matières premières où les gens viennent se servir, où nous-mêmes ne transformons pas ces matières premières, mais nous avons plus que cela à donner. Et c'est pour ça que les politiques d'éducation et de santé sont fondamentales en Afrique. Le réveil de l'Afrique ne viendra pas juste parce que certaines personnes comme vous et moi parlent aujourd'hui sur une chaîne de télévision, mais parce que même jusqu'au plus haut sommet de l'État, eh bien, nous aurons conscience de notre obligation absolue de diriger nos communautés vers ce qu'on appelle le bonheur et le vrai bonheur durable. Alors, pour en revenir à votre précédente intervention, vous disiez que l'échec fait partie et même le socle du succès ou des réussites à venir. Et ça me rappelle une citation de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ah, mais vous avez résumé tout ce que je voulais dire. Merci et bravo. Je pense que M. Mandela a dit exactement ce que c'est. Je perds jamais, je gagne toujours. Je gagne soit en célébrant un succès tel que je le voulais, ou je gagne en apprenant de mes erreurs pour préparer le succès que je me souhaite. Vous avez bien résumé ce que je voulais dire. Alors, vous avez été aussi un pratiquant de sport et plus précisément d'arts martiaux. Dans votre vie passée, vous étiez pratiquant de judo. Est-ce que cette pratique vous a consolidé dans votre façon de faire, de penser aujourd'hui? C'est intéressant parce que j'en parlais il y a quelques jours avec un ami. J'expliquais au judo, vous n'êtes peut-être pas judoka, mais vous allez comprendre ça facilement. Le judoka utilise la force de l'autre pour gagner. D'accord? Aujourd'hui, je pense que c'est ça le parallèle avec la gestion, le management des communautés, c'est qu'il faut apprendre de nos communautés pour gagner ensemble. Au judo, on utilise la force de l'autre pour l'amener donc au sol. Ok? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on doit faire, et cette image, elle est parfaite dans mon esprit, c'est en apprenant ce que les gens souhaitent, en comprenant leurs aspirations profondes, leurs peurs, leurs angoisses, leurs succès, leurs échecs. On est capable de construire ensemble quelque chose qui satisfasse le maximum d'entre nous. Mais ça demande un certain niveau d'élévation, un certain niveau de conscience que l'on retrouve parmi chacun de nous, mais que peut-être nous ne mettons pas suffisamment en exergue. Oui, le judo me fait assez penser au management des communautés, que ce soit la plus petite communauté, que ce soit la famille, notre lieu de travail, donc notre équipe au travail, jusque nos communautés religieuses, nos communautés, nos associations et même nos nations. Alors, à la différence que le judo permet de se servir de la force de l'autre pour le mettre à terre, alors que là, dans le contexte actuel, il faut s'en servir pour l'élever et grandir ensemble. Absolument, c'est exactement ça. De toute façon, les judokas vous diront, je ne parle pas nécessairement de la compétition, mais il n'y a pas que la compétition au judo, il y a l'entraînement. Quand vous travaillez avec un partenaire d'entraînement, ce n'est pas celui qui aura gagné le combat qui est important, c'est ce que vous aurez pu échanger, le tiraillement, les push, les pulls, tout ce que vous aurez travaillé ensemble. Vous ne pourrez pas progresser dans aucune matière sans avoir en face de vous des partenaires. Et ce que je pense quand je pense aux gestions, aux communautés de nos grands ensembles, quand on travaille pour une communauté, c'est pour qu'ensemble nous puissions prospérer. Eh bien oui, donc pour moi le parallèle, il est parfait. Alors, est-ce que de manière générale, le sport vous sert de levier? Oui, je regrette de ne pas en faire suffisamment et peut-être qu'à l'issue de cette conversation, je vais prendre de nouvelles résolutions
pour la énième fois. Oui, le sport me sert de levier. Il clarifie ma manière de penser, pas seulement à moi, mais je crois qu'à tout le monde. Il développe en nous un peu plus de résilience et puis la volonté, le goût de l'effort et la volonté de se surpasser. Alors, on vous définit comme un passionné de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est avoir la passion pour l'Afrique? La passion pour l'Afrique, d'abord, c'est être conscient qu'on est africain. Voyez-vous, dans ma petite vie, j'ai peut-être dépassé la moitié de ma vie, mais il reste encore quelques bonnes dizaines de vies à passer. Dans la première partie de ma vie, j'ai beaucoup voyagé. D'abord dans les bagages de mes parents, les bagages de mon père qui était fonctionnaire international, puis après moi-même, durant ma carrière, beaucoup voyagé et j'ai beaucoup appris. Mais les voyages que j'ai faits, je les ai faits surtout en Afrique. Et j'ai vu tout le potentiel qui existe, que ce soit en Afrique franco ou anglo, que ce soit à l'est, au sud, à l'ouest ou au centre. Je ne connais pas très bien le Maghreb, mais toute cette partie subsaharienne d'Afrique a un potentiel extraordinaire. La manière dont nous saluons, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous respectons, la manière dont, quand nous voulons, nous pouvons transmettre notre savoir. Tout ceci avec des codes culturels et des codes générationnels très importants. Il y a tout ceci pour construire des vraies communautés. Et en regardant avec l'âge un peu plus ce que je ne voyais pas quand j'étais plus jeune, j'ai réalisé que nous étions assis sur des trésors incroyables. De là est peut-être venue la volonté de participer un peu plus. Et c'est comme ça que, pour matérialiser ma passion sur l'Afrique, avec des amis, nous avons fondé ensemble ce qui s'appelle aujourd'hui Afrique Consciente. Et vous travaillez sur les mentalités, vous impulsez une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. C'est ce qu'il y a de plus dur finalement. Ah oui, parce que c'est comme en toute chose le premier pas. Le premier pas en toute chose est le plus dur. Vous savez, monsieur Adandé, vous ne ferez pas quelque chose avec grande détermination si vous ne savez pas pourquoi vous devez le faire. Le cœur de l'action, il est dans le pourquoi. Il n'est pas dans le ce qu'on fait, il n'est pas dans le comment on le fait, il est dans le pourquoi on le fait. Si nous avions une masse critique d'Africains qui comprenaient l'importance, que ce soit au sommet, au milieu ou au bas de la pyramide, l'importance que chacun de nous doit développer, ses capacités personnelles, pour les mettre bien sûr à son service, au service de sa famille. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais également au service de la grande communauté. Je vous assure que ce continent serait différent. Vous savez, les grandes communautés, les grands ensembles, se sont faits parce que des hommes et des femmes se sont mis ensemble justement et ont compris l'importance de donner ensemble pour une cause commune. La solidarité est une chose essentielle dans la question du développement. Si nous ne sommes pas solidaires, nous ne pourrons pas nous développer. Nous avons hérité de micro-États. Nos micro-États, eux seuls, ne peuvent pas faire de grands bouleversements, de grands changements pour que nos populations soient heureuses et épanouies enfin. Il faut que nous comprenions l'importance de nous mettre ensemble. Et au lieu que de juste toujours regarder au niveau des États, il faudrait que nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, monsieur Adandé, je viens de vous rencontrer, je viens de vous connaître, il serait content qu'on puisse se rencontrer, il serait bien, que nous puissions nous rencontrer après cette émission et continuer à discuter pour comprendre ce que nous sommes capables de faire ensemble, nos intelligences ensemble, pour arriver à faire des choses qui, peut-être, vont durer, et c'est mon souhait, après notre départ sur Terre. Vous me faites penser plutôt, quand vous parlez de détermination, à une autre citation qui dit « À chaque fois que vous avez envie d'abandonner, demandez-vous pourquoi vous avez commencé. » Elle vous parle ? Ah, elle me parle parfaitement. Et c'est peut-être ce qui fait que, malgré les difficultés, malgré les échecs, et j'en ai tous les jours, malgré toutes ces choses qui s'opposent à moi, je continue. Parce que je sais pourquoi j'ai commencé ce que je suis en train de faire. Et je prie pour que tout le monde puisse savoir son pourquoi, sa raison d'être. C'est fondamental. Monsieur Adandé, pourquoi êtes-vous ici en face de moi en train de discuter? Parce qu'il y a bien une raison pour laquelle vous êtes là. Si cette raison-là, vous ne la connaissez pas, vous ne la maîtrisez pas, au milieu de la conversation, vous avez envie d'arrêter parce que vous êtes fatigué, vous êtes debout, vous avez chaud, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est le pourquoi qui fait vivre nos énergies. C'est le pourquoi qui fédère
nos ambitions et nous faire avancer. Le pourquoi, il est fondamental. Et c'est pour ça que la première chose qu'il faut pour que nous transformions, c'est ensemble bâtir une vision. Cette vision, on l'a bâtie et nous savons pourquoi nous sommes maintenant en marche. Si nous savons ce que nous voulons, si nous savons ce à quoi nous aspirons, chacun de nous est capable de sa place de se mettre en mouvement et de pouvoir avancer pour que le monde que nous souhaitons tous ensemble, j'appelle ça donc la vision, puisse devenir un jour une réalité. Alors, vous parliez tout à l'heure des micro-États, ce qui peut être une excellente transition pour jeter un petit coup d'œil sur, ou un petit regard de votre part sur l'intégration sur le continent. L'intégration est une opportunité extraordinaire. Monsieur Adandé, il y a des grands États qui se battent pour se mettre ensemble. Je vais en citer juste deux. Dans la communauté européenne, l'Union européenne, la France et l'Allemagne qui sont les moteurs de l'Union européenne, regardez l'énergie qui est dépensée par le président Macron et la chancelière Merkel pour que l'Union européenne jamais ne s'effrite. Pourtant, ce sont des États qui à eux seuls pèsent lourd. Maintenant, regardez chez nous. L'Union africaine ne doit pas juste être une constitution, un immeuble à Addis Ababa. Elle doit être une réalité dans la vie des populations. C'est dommage que même les petits ensembles aujourd'hui, la CEDEAO est très décriée, et certainement à raison, pour beaucoup de bonnes raisons d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, il faut comprendre que les États ne peuvent pas vivre sans leur population. Les populations ont besoin de se voir, de partager. Il faut arrêter tous ces barrages intempestifs que nous avons sur nos chemins, toutes ces taxes qui ne devraient pas exister, mais qui existent dans la réalité. Toutes ces choses empêchent de créer les grands ensembles. Il faudrait que d'un côté à un autre, les usines se complètent. Celui qui fait ceci est complété par celui qui fait cela. Et ensemble, on peut créer des grandes dynamiques, des grands ensembles industriels, des grands champions, plusieurs supranationaux pour que nos économies changent et qu'à la fin, parce que c'est bien ça la destination, que nos populations puissent être épanouies. Mais ça demande un changement de mentalité à tous les niveaux, depuis le haut jusqu'à la base de la pyramide. Et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on a plusieurs communautés sous-régionales comme la CEAC, la CEDEAO, la SADC, mais qui piétinent, qui balbutient encore? Comment expliquer cet état de choses? Je crois qu'au sein de ces ensembles, il y a des personnes qui veulent vraiment le changement et qui s'activent réellement pour le changement. Je ne voudrais pas, dans ce que je dis, oublier ces personnes. Elles ne sont peut-être pas en majorité. Il y a des personnes qui, tous les jours, prennent des risques pour que ces ensembles ne soient pas juste des documents sur papier, mais des réalités dans la vie des populations. Ces personnes essaient, mais elles ne sont pas encore la masse critique. Parce que malheureusement, dans ces ensembles nourris par les États nourris par nos communautés nourries par les personnes, individuellement, nous ne jouons pas tous notre partition. Tant que nous n'aurons pas une masse critique de personnes qui jouent leur partition parfaitement, eh bien, nos communautés ne pourront pas prospérer, nos États ne pourront pas prospérer, nos ensembles ne pourront pas prospérer, et conséquemment, l'Afrique n'aura pas la place qu'elle mérite dans le concert des nations, voire le concert des continents. Mais c'est quelque chose qui doit se faire, vous l'avez dit, c'est difficile parce que c'est le changement de mentalité, c'est le bouleversement des paradigmes, tout ceci a l'air complexe, mais en réalité, c'est juste, et j'en parlerai peut-être un peu plus tard quand je conclurai, 3 choses qu'on doit comprendre dans la vie. Bonjour, s'il vous plaît, merci. Si ces 3 choses existaient dans la bouche, dans le cœur de chacun d'entre nous, le monde, en tout cas l'Afrique, serait sur un trépied différent, et je vous assure, notre monde de tous les jours serait certainement très, très différent, positivement, pour nos populations. Et ces 3 mots, bonjour, s'il vous plaît, merci, qui sont ancrés dans notre culture, dans notre tradition que vous évoquiez. Et justement, avez-vous l'impression qu'elle se perd de nos jours? J'aime ce que vous avez dit. Voyez-vous, bonjour, s'il vous plaît, merci. Juste ces 3 choses suffiraient. Juste ces 3 choses suffiraient. Que nous les disions et que nous les pensions. Les relations seraient différentes.
C'est ensemble qu'on construit les choses. Ce n'est pas individuellement. C'est ensemble qu'on construit les choses. Et ces 3 codes, mots, bonjour, s'il te plaît ou s'il vous plaît, merci, construisent la chimie dont nous avons besoin pour nous développer. Mais c'est justement ça qui est difficile. Et c'est pour ça que je disais qu'il nous faut revenir à nos valeurs. Les valeurs dont nous parlons commencent à partir de ces 3 choses-là. Et à partir de cela, on peut créer autre chose. Alors, donc nous avons nos codes, nous avons nos rituels, nous avons nos générations et toutes ces choses-là, mais elles sont nourries par le respect et l'acceptation de l'autre. On a besoin de différences pour construire quelque chose de grand. Alors pour vous, Monsieur Atai, le développement de l'Afrique devra passer par un leadership fort. Nous sommes en 2020, une année charnière dans plusieurs pays, justement en raison de la tenue d'élections. Alors pourquoi est-ce que sur le continent africain, la situation devient fébrile, la situation sociopolitique, j'entends, à chaque fois qu'on est aux portes d'une prochaine élection? Si vous permettez, j'aimerais parler d'un autre événement d'abord pour 2020. Permettez, je reviendrai donc sur la question que vous me posez tout à l'heure. Le grand événement de 2020, il est global. C'est Covid-19. Covid-19 nous oblige, nous amène à repenser la manière dont nous vivons totalement. Covid-19 a créé de grands déséquilibres, certainement, mais il a permis l'éclosion de certains talents. Et c'est sur ça que j'aimerais commencer avant de venir à la question sur les élections. Monsieur Adandé, nous avons vu sur ce continent, à la faveur de la crise de la pandémie Covid-19, nous avons vu l'émergence de techniciens que nous ne soupçonnions pas. J'ai été heureux de voir des jeunes étudiants à Lomé, des étudiants ici à Abidjan, Yamoussoukro, des étudiants à Rabat. Je parle d'étudiants à Douala, Yaoundé, à Dakar, commencer à préparer des solutions techniques. Mais parce que ce ne sont pas des usines, ce ne sont que des spécimens. Une des questions qu'on devrait se poser, une fois que nous avons compris que nos jeunes ont la capacité de développer un spécimen, la chose logique, je pense, serait de commencer à penser comment est-ce que l'on pourrait industrialiser justement les spécimens qu'ils ont fabriqués d'eux-mêmes. Covid-19 nous oblige à repenser nos relations. Est-ce que nous ne pourrions pas apprendre de tout ceci pour pouvoir bien démarrer? Covid-19 a mis également à nu nos insuffisances pour ce qui est de l'éducation et de la santé, qui sont, il ne faut pas se tromper, les 2 vrais piliers de l'émergence. Un pays en développement doit pouvoir régler ces questions de santé et d'éducation pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, et ça fait des gorges chaudes, à chaque fois que certains de nos dirigeants sont malades, c'est bien facile, il suffit juste d'aller en Europe. Mais le gros de la population n'a pas toutes les solutions. Il faudrait peut-être repenser notre éducation, notre santé, pour qu'enfin chez nous, nous ayons des structures sanitaires suffisantes pour permettre au moins de faire le minimum dont nous avons besoin. Pour revenir à votre question, et je ne voulais pas oublier de parler de Covid-19, parce que pour moi, c'était révélateur de la puissance, de l'intelligence, de la volonté, de la détermination, de la résilience de certains peuples africains, et notamment de nos jeunes et de nos femmes qui ont fait montre de beaucoup d'ingéniosité. Si l'innovation et la créativité sont des conditions de développement, je crois que nos jeunes et nos femmes nous ont montré. Exemple, il y en a plein, qu'ils étaient ensemble de trouver des solutions d'innovation et de créativité pour que l'Afrique de demain soit différente. Il faut les aider. Il faut aménager des ressources pour leur permettre de continuer ce qu'ils ont commencé, alors que nous, les adultes, les hommes notamment, n'avions pas de solution. Il faut aider ces jeunes, il faut aider ces femmes. C'est peut-être là également, avec le problème de l'entrepreneuriat, la solution de dégagement de l'Afrique. Oui, malheureusement, vous me l'avez demandé tout à l'heure, nous avons toujours une crispation tous les 5 ans. Le malheur dedans, c'est que les années électorales, on ne travaille pas. 6 mois avant, on ne travaille pas, sinon 9 mois avant. Pendant, on ne travaille pas. Après, on ne travaille pas. Tous les 5 ans, nous perdons presque 2 ans à nous chamailler. C'est un problème. Mais je ne suis pas sûr que j'ai la solution ici devant vous.
Mais la première chose, c'est qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut pouvoir s'asseoir tranquillement pour pouvoir parler. Nous avons besoin de chefs, mais nous avons certainement besoin maintenant d'un autre calibre de chef. C'est ce que les Africains sont en train de nous dire. Et justement, quel est votre regard sur le leadership à la tête de nos États? Bon, question très intéressante. On pourrait y passer 5 heures. La première chose, c'est que certains de nos chefs vraiment essaient de faire avec le peu qu'ils ont. Il faut le leur reconnaître. Ce n'est certainement pas facile d'être assis là-haut, d'être entouré de personnes qui souvent vous tiennent éloignés de la réalité. Parce que le vrai problème de nos chefs, c'est qu'ils sont entourés de personnes qui ne leur disent pas la vérité. Peut-être qu'aussi entretiennent un climat qui fait qu'on a peur de leur dire la vérité. Mais ils sont au sommet, ils ne savent pas ce qui se passe. Certains essaient vraiment. Mais les problèmes auxquels ils ont à faire face sont très, très lourds. Et c'est pour ça que la solution pour nos États, c'est de trouver un pacte national pour que chacun d'entre nous puisse contribuer. Il faudrait que chaque Africain de sa place contribue à l'effort national et se sente impliqué. Tous les pays ont besoin de ces instituteurs, de ces professeurs, de ces médecins, de ces policiers, de ces gendarmes, de ces avocats, de ces militaires. Chacun de nous peut contribuer. Mais il ne faut pas faire l'insulte aux Africains de penser qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et être un petit groupe de 50, 100, voire 500 personnes à décider tout pour des dizaines de millions dans nos populations. Nous pouvons tous contribuer. S'il n'y a pas un pacte, ensemble, on peut gagner. Si on ne fait pas quelque chose pour que chacun d'entre nous y arrive, en donnant volontairement, pacifiquement, et au-delà de ce qu'il est capable de donner aujourd'hui, sa contribution, l'Afrique, nos États ne peuvent pas se développer. Et c'est là le problème du leadership. Le leadership, pour faire très très simple, parce qu'aujourd'hui on en parle dans tous les sens, le leadership, pour faire très simple, c'est juste la capacité à mobiliser, à fédérer les énergies pour qu'un demain meilleur arrive. Fédérer, mobiliser les énergies pour les grandes causes, donner envie à. Il faut communiquer, ouvrir. Vous seriez étonnés, moi je le dis encore, Covid-19 nous a ouvert les yeux. En tout cas, moi, j'ai vu ce que je croyais et j'en suis sûr aujourd'hui. Nous avons des vraies solutions techniques au niveau de nos jeunes et au niveau de nos femmes. Il faut les encadrer, il faut les aider. Si toutes ces personnes, imaginez cette force, si on pouvait juste la mobiliser vers ce qui est juste et ce qui est bien, vous savez, beaucoup de nos États sortiraient la tête de l'eau dès demain matin. Et justement, pour en revenir à cette situation de plus en plus regrettable, qu'est-ce qui justifie la montée de Mercure à l'annonce des élections? Est-ce que ce ne serait pas les symptômes d'une démocratie encore fragile? Je crois que la question que vous posez, M. Adandé, peut trouver la réponse dans une anecdote que je voudrais donc maintenant partager avec vous. Je me retrouve au Togo et de Lomé, je décide donc de remonter jusque là-haut. Et sur mon chemin, je m'arrête dans certaines villes, je rencontre certaines personnes. Et là, je m'arrête dans un village, j'ai pris rendez-vous avec un vieux. Et au moment où on commence la conversation, je vois derrière lui beaucoup d'enfants en âge d'aller à l'école qui traînent dans la cour. Et je lui dis, sincèrement, papa, je pense que les enfants doivent aller à l'école, et je lui sors toute ma rhétorique bien huilée sur l'importance de l'éducation. Le monsieur m'écoute, le vieillard m'écoute, et puis à un moment donné, il me dit, est-ce que tu as fini? Et là va commencer la grande leçon de management que je n'oublierai jamais. Ce vieux va m'expliquer la différence qu'il y a entre ce qui est important et ce qui est urgent. Il m'explique avec ces mots qu'il serait fier d'avoir un fils comme moi, mais que pour avoir un fils comme moi, mon père a dû investir pendant 15 ans, voire plus. Il m'explique que dans le même temps qu'il voudrait avoir un fils qui pourra construire en 15 ans à l'école des Blancs, eh bien, il voudrait dans le même temps pouvoir manger. Et que s'il ne mange pas, il ne peut pas éduquer ses enfants. Si les enfants ne mangent pas, ils ne peuvent pas être éduqués. Ce vieux m'explique la différence qu'il y a entre l'importance et l'urgence. Et l'urgence, pardon. Ce vieux comprend excellemment bien qu'il est important de s'éduquer, mais qu'il est urgent de manger. Voyez-vous, nous prenons pour acquis
certaines de nos convictions dans nos bureaux aseptisés, dans nos laboratoires climatisés, à décider pour les autres ce qui est bien pour eux. Et ce vieux m'a dit, le jour où vous aurez la solution pour que dans le même temps, l'urgence soit réglée, c'est-à-dire qu'on puisse aller au champ, on puisse manger, mais en même temps, on puisse s'occuper de l'important, c'est-à-dire amener les enfants à l'école, investir sur eux pendant de longues années pour que demain, ils puissent être les enfants que nous souhaitons, eh bien, je vous écoute et j'amène tous mes enfants gaiement à l'école. Mais il faut régler d'abord la question de l'urgence avant d'avoir le cœur tranquille pour s'occuper de l'importance. Ce que je veux vous dire ici, Monsieur Adandé, c'est que la solution politique dont on a parlé tout à l'heure, elle est dans l'écoute des autres. Elle est dans la compréhension de ce que les autres savent. Nos vieux, nos vieilles et nos jeunes savent des choses que nous, les adultes, nous ne savons pas. Je passe beaucoup de temps à discuter avec les jeunes et ils m'apprennent des choses que je ne comprends pas toujours. Mais eux, ils ont raison. Parce qu'ils voient le monde de demain et ils sont l'Afrique de demain. Donc, une des solutions, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver la possibilité de partager, d'ouvrir des conversations pour qu'ensemble nous trouvions les bonnes solutions. Mais à la fin, je le comprends, les chefs, le groupe de 500, de 100 ou de 50 décident et exécutent. Mais il faut être nourri de la base, de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle peut nous apporter. C'est ce que j'ai voulu dire dans la petite anecdote avec ce vieux. Et il m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Alors, sans verser dans la politique ou sans y rester, ce n'est d'ailleurs pas la vocation de cette émission, on note en Afrique une jeunesse de plus en plus vive, une société civile de plus en plus dynamique. Est-ce que ce sont les signes avant-coureurs de changement de paradigme? Je l'ai dit tout à l'heure, même avant, donc dévançant votre question, l'avenir, c'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'avenir, l'Afrique est le présent. Et c'est pour ça que les jeunes, dès maintenant, il faut les associer à nos décisions. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Oui, le changement de paradigme, il se prépare. Beaucoup de nos jeunes gens n'ont pas les complexes que nous avons eus. Ils ont une manière de réfléchir qui est différente. Exposés au monde électronique, à l'Internet, ils ont aujourd'hui des réflexes que nous n'avions pas, que nous avons acquis difficilement pour nous maintenir à flot. Mais eux, ils sont nés dedans. En favorisant la conversation électronique, en favorisant la qualité de la connexion dans nos villes et même dans nos villages, on est capable de préparer cette relève qui devra discuter demain avec des jeunes qui, eux, dès le berceau, sont dans ce monde nouveau et virtuel qui s'impose pour les générations à venir. Et oui, donc, ce changement de paradigme, il se prépare. Mais j'ai confiance. Quand je vous parlais tout à l'heure de ce que nous avons pu observer avec Covid-19, je suis confiant que nous avons les ressorts, les ressources, nous avons la mobilisation nécessaire pour pouvoir y arriver au niveau des jeunes. Il faut que nous, maintenant, les anciens, les adultes, nous puissions répondre à cet appel que nous lance la jeunesse en leur donnant la possibilité d'utiliser au maximum le potentiel qu'est le leur. Alors, Gilles Attaï, vous êtes afro-optimiste, afro-pessimiste ou afro-responsable, et pourquoi? Je suis afro-responsable. On n'en a pas parlé durant la conversation, mais l'essentiel de ma formation, de mon expérience, elle est en marketing. Je suis un marketeur. J'ai travaillé dans des fonctions très importantes en marketing et j'ai compris l'importance de la compréhension de ce qu'on appelle le consommateur. Je suis responsable parce que tout ce que je dis ne peut pas être juste appuyé sur les sentiments. Il s'appuie sur les connaissances profondes des aspirations de centaines de millions d'Africains tous les jours sur ce continent. Je suis afro-responsable et ça n'a rien à voir avec être optimiste ou pessimiste. Je sais juste et je comprends très bien et je le vis tous les jours. Les aspirations de nos populations sont les mêmes que toutes les populations dans le monde. Les Africains aussi veulent rêver de leurs enfants. Les Africains aussi veulent rêver pour les générations à venir. Ils voudraient pouvoir se reposer et dormir
sans avoir tous les jours à être au taquet. Ils comprennent l'importance de prendre du recul. Ils comprennent également l'importance de la perspective. Ils comprennent l'importance de la conversation. Mais le monde dans lequel ils vivent ne leur permet même pas ce recul. C'est un vrai défi. Je suis à fond responsable sans être nécessairement optimiste ou pessimiste, mais les faits que je regarde tous les jours, que j'analyse, et j'ai le grand bonheur de connaître des personnes très intelligentes, très cultivées, mobilisées pour que l'Afrique de demain soit meilleure, eh bien ces personnes avec lesquelles j'ai des conversations très souvent m'expliquent tous les jours que les solutions elles existent. Il faut juste que nous les amenons à la surface et que chacun de nous puisse pouvoir les adopter. Ça, c'est de l'afro-responsabilité. Et ça n'a rien à voir avec un optimisme béat ou un pessimiste mortel. Alors, vous avez voulu, au-delà de vos formations, consigner votre credo dans plusieurs ouvrages. À combien en êtes-vous? En fait, livre publié, j'en ai un seul. J'écris beaucoup d'articles, mais j'écris un seul livre jusque-là. Il y en a 2 qui sont en préparation et avant la fin de l'année, il y en a un qui sortira. Le livre que j'ai déjà écrit s'appelle « Les 51 pratiques fondamentales des leaders ». Ce livre retrace les choses que les leaders font. Et je vais expliquer ici en 2 mots ce qu'on appelle un leader. Un leader, ce n'est pas une position. Un leader, c'est quelqu'un qui a une influence positive sur les autres. C'est quelqu'un qui influence positivement, qui donne de l'énergie. Et c'est pour ça que les leaders dont je parle ne sont pas forcément des chefs d'entreprise ou des directeurs ou des grands patrons dans l'administration publique. Ce sont des fois des femmes et des hommes ordinaires qui, de leur place, font des choses extraordinaires. Ces 51 pratiques, je les ai observées en voyageant, en discutant, en échangeant, en rencontrant, en entretenant juste une relation avec 2-3 personnes, puis une 4e, une 5e. Et je peux vous dire, les 51 pratiques dont je parle, personne n'a les 51. Certaines en ont 2, d'autres 4, d'autres 19. Mais quand je ramène tout, on trouve 51 pratiques. Je vous en cite 1 ou 2. Une pratique que les leaders ont, c'est de savoir choisir leur bataille. Et je dis dans le livre combien je suis admiratif des personnes qui savent sélectionner les batailles dans lesquelles elles engagent des ressources. Il faut engager des ressources dans les batailles où vous pouvez faire une différence. Et non pas juste aligner une centaine de batailles lorsque 99 seront perdues. Il faut ressourcer, il faut mettre ses ressources, et se focaliser là où on peut faire une différence. Donc je parle de choisir ses batailles, c'est un trait de leadership. Je parle également de savoir écouter pour bien comprendre. Il faut des fois écouter la question, écouter le contexte, bien comprendre avant de se décider. Et je dis que c'est important. Je dis également, c'est une chose qui est importante, je dis également que les leaders, ce sont des personnes qui savent quand se retirer. Alors, quand j'ai écrit ça, beaucoup de gens ont vu tout de suite un parallèle dans le monde politique. Je dis non, il ne faut pas juste regarder les hommes politiques. Dans la vie de tous les jours, quelquefois, nous aussi, il faut savoir quand se retirer. Dans une conversation, quand elle tourne au vinaigre et que vous êtes à court d'arguments, il faut juste accepter « Ah, monsieur, madame, vous avez raison, je me retire, je retire ce que je viens de dire. » Et j'admire les personnes qui sont capables de faire cette autocritique sur elles-mêmes. L'Afrique a besoin de personnes comme ça pour pouvoir avancer et nous élever tous ensemble. Vous avez beaucoup parlé de la nécessité de retour aux valeurs. Qu'en est-il des langues nationales? C'est très important. Beaucoup d'entre nous vivent des drames aujourd'hui. Nos enfants ne parlent pas toujours nos langues nationales. Et il faut imaginer que le monde étant de plus en plus global, si nos enfants ne parlent pas nos langues nationales aujourd'hui, quand ils se marieront et fonderont une famille avec une autre personne qui ne parle pas sa langue nationale ou une langue étrangère, nos langues sont perdues. Il faut revenir à cela. Et il y a des initiatives que nous essayons de piloter ici, où j'habite, pour pouvoir favoriser justement le retour dans nos communautés, dans nos foyers, dans nos maisons, de nos langues nationales. C'est important parce qu'elles véhiculent mieux que la traduction en français, en anglais, en portugais ou en espagnol, ou même en chinois. Elles traduisent mieux la valeur culturelle que lorsqu'elles sont dites dans la langue souche que lorsqu'elles sont traduites. Et donc, notre patrimoine se perd avec cette langue nationale qui se perd, qui sont en train de s'évaporer. C'est un sujet de la
plus grande importance. Et puis, vous prônez également une meilleure appropriation par les Africains de leur histoire. Alors, moi, je l'illustrerai par un autre proverbe. Tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, les récits de chasse ne pourront que chanter la gloire du chasseur. Un peu pour revenir sur votre plaidoyer pour une Afrique qui se réapproprie, qui s'approprie mieux son histoire. Absolument. J'aime beaucoup ce proverbe, il dit tout, hein, il dit tout. Tant que nous ne serons pas appropriés notre propre histoire, elle sera toujours comptée d'une manière qui ne favorise pas nécessairement la vérité, en tout cas qui ne favorise pas ce que nous voulons communiquer. Quels sont les atouts du continent africain? La jeunesse, l'éducation, la démographie ou le genre? Ou le tout ensemble? Ah, ce que j'allais vous dire, tout ensemble, mais peut-être l'un après l'autre. L'éducation, nous n'y sommes pas encore. L'éducation, nous n'y sommes pas encore. Je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation est avec la santé, représente avec la santé les deux piliers d'émergence. L'éducation d'abord, la santé ensuite, je crois. Nous n'y sommes pas encore. Je me souviens que dans certains de nos États, le budget de l'éducation était même à 33%. Je parle ici de certains États qui reconnaissaient que l'éducation était une priorité et allouaient un tiers du budget national à l'éducation. Et ça donne des résultats. La santé est très importante. Je crois que le cas de Covid-19, il le montre aujourd'hui. Oui, la démographie, c'est peut-être par ça que je voudrais, donc, c'est sur ça peut-être que je vais donc m'appesantir, parce que ça a été le sujet de beaucoup de controverses. La démographie est un avantage sitôt qu'elle est utilisée intelligemment. La démographie doit nous aider à avoir la force de travail nécessaire. Elle doit nous aider à exploiter nos terres arables. Elle doit nous aider à exploiter les fronts de mer que nous avons, l'ouverture à la mer que nous avons. Et c'est ça qui fera notre richesse. Les grandes communautés, c'est généralement trois grandes conditions. Généralement, trois conditions. C'est l'ouverture à la mer, c'est les grandes terres arables et c'est les grandes populations. Mais les grandes populations doivent servir ces deux premiers avantages. Et c'est pour ça que l'éducation ne peut pas être pensée différemment de la démographie. C'est pour ça que les politiques que nous discutons avec nos communautés pour la constitution de nos familles ne peuvent pas être disconnectées de cette conversation. C'est pour ça que toutes les questions de santé ne peuvent pas être mises loin de la question de la démographie. La démographie est un avantage exceptionnel quand elle est bien maîtrisée, qu'elle est bien comprise. Parce que quand elle n'est pas comprise et qu'elle est juste laissée comme ça, sans être bien maîtrisée, eh bien, ça crée donc des foyers d'insécurité, c'est le foyer pour le terrorisme, c'est le foyer pour l'injustice et c'est évidemment au premier degré le foyer pour le chômage, le non-emploi et le fait que nos jeunes n'aient pas à faire est peut-être la première cause d'agitation sociale que nous avons sur ce continent. Et aujourd'hui, vous êtes interviewé par La Belle Radio et Télé, une chaîne panafricaine qui porte les mêmes valeurs que vous pour une Afrique prospère, une Afrique authentique et une Afrique souveraine. Un mot? Oui, j'aime beaucoup le mot d'authenticité. L'authenticité, elle est importante. Dans sa course au développement, je crois que M. Felwine-Sarr le dit mieux que moi, mais je partage cette idée parfaitement. Dans sa course au développement, l'Afrique n'a pas à imiter qui que ce soit. L'Afrique court dans son couloir. Elle n'a pas besoin de courir dans le couloir des autres. Notre authenticité, c'est peut-être de penser avec nos valeurs et ce qui fait notre vrai patrimoine culturel, notre vrai patrimoine, nos valeurs endogènes, de chercher sa voie pour son développement authentique. Monsieur Dandé, vous ne performerez jamais tant que vous imitez quelqu'un. Vous serez un bis, et après un bis repetita de ce que vous voulez, mais vous ne serez jamais au sommet de votre performance. L'authenticité est une obligation de performance. Et quand je dis performance, ne voyez pas là quelqu'un qui veut juste des grands agrégats en macroéconomie. Ce n'est pas ça que je parle. Moi, je parle surtout de justice sociale,
je parle de bonheur, je parle d'équité, je parle d'égalité de chances devant les défis que nous avons tous ensemble à relever. Eh bien, il faut trouver des solutions authentiques, des solutions qui nous conviennent à nous, nous Africains, et que nous comprenons, et pas des solutions que nous achetons sans bien les comprendre. Donc oui, les mots que vous avez dit, la vision que moi j'ai pour l'Afrique et que je souhaite, l'Afrique prospère, mais l'Afrique qui est prospère parce qu'elle est devenue authentique et qu'elle est fière de son authenticité et qu'elle assume totalement. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission et c'est un peu la tradition, le rituel de fin d'émission justement. Qui verriez-vous à votre place pour un prochain numéro? J'ai imaginé que la question viendrait à un moment donné. Alors j'ai essayé d'imaginer quelques personnes auxquelles je pense. Il y a beaucoup de personnes, mais je vais juste me limiter à 3 ou 4 personnes ici. Je commencerai par une dame. Je penserai à Madame Mariam Dao Gabala. Elle est en Côte d'Ivoire, elle est ivoirienne. Mariam a beaucoup travaillé dans ce qu'on appelle le leadership féminin. Aujourd'hui, je ne la considère pas comme étant leadership féminin, mais leadership tout court. Elle a beaucoup travaillé à l'épanouissement et à l'émergence de beaucoup de femmes avec des politiques de microcrédit. C'est quelqu'un que je recommanderais vivement pour cette émission. Elle aurait beaucoup de choses à discuter avec nous et à nous apprendre. Je pense à Maître Moustapha Faye. Il est avocat au barreau de Dakar au Sénégal. Brillant, il s'est engagé récemment dans ce qu'on appelle la médiation. Et je pense que quand on regarde la situation dans nos pays, la médiation est un parcours obligatoire. S'il définit juste cela en disant personne n'a totalement raison, personne n'a totalement tort, il faut trouver les moyens de se retrouver au milieu pour pouvoir avancer. Et je pense que Maître Faye serait une personne à inviter, absolument. Je pense à Professeur Antoine Takou, qui est neuropsychologue, et qui, justement, sur les questions du Covid-19, a travaillé sur beaucoup de modèles pour pouvoir aider toutes les personnes recluses à sortir de leur état d'apathie. Et il a beaucoup de choses à dire, peut-être qu'il serait bien de l'inviter. Puis peut-être M. Lansana Kanissaro, qui est directeur général de l'ONAS au Sénégal. Il y a plusieurs personnes, mais je me contenterai de parler de ces 4 personnes en attendant. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Merci, Monsieur Gilles Attaï, de vous être prêté à cet exercice et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Don d'observation, d'analyse et d'intériorisation, une tâche haletante mais passionnante qui lui vaut un succès durable dans plus d'une vingtaine d'États africains. Gilles Attaï, vous l'aurez perçu et compris, est féru de développement personnel, de leadership, de planification stratégique, de conduite du changement. Au-delà de ses activités de consultant international, Gilles est tout simplement passionné de développement humain, individuel et communautaire à partir du socle familial. Auteur d'un livre, Les 51 pratiques fondamentales des leaders, véritable guide pratique de transformation, il milite à sa manière à son propre changement, auquel il invite chacun de nous, de sorte à atteindre une masse critique de leaders à tous les niveaux, afin de changer tous ensemble notre monde. Combien de fois dans des ateliers, conférences, séances de coaching n'a-t-il mis le doigt sur les Africains qui ne se connaissent pas, qui ignorent leur poids et qui ignorent que l'union fait la force? Achieveur décomplexé, qui mesure l'influence potentielle du continent regroupé, capable de relever les défis de la présence et de l'auto-appropriation, Gilles, en parfait marketeur, convoque le second degré, celui du retour au fondamental, qui nous ramène à notre simple humanité faite d'ouverture, de tolérance, de patience, de quête de l'enrichissement dans la différence et de la complémentarité. On ne peut aimer ce que l'on ne connaît pas, assène-t-il souvent, invitant à l'acquisition du savoir et à la priorité à l'éducation, condition sine qua non du développement. Chacun a ses tâches, à sa petite place importante, accomplissant son devoir. Voilà la conviction du fondateur de l'Afrique consciente et adepte apôtre de la responsabilisation individuelle et collective. Oui, Gilles Attaï, la jeunesse est le présent du continent. Oui, le développement inclusif sur nos valeurs est à mettre au goût du jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voici au terme de ce numéro de Leader d'Afrique. Leader d'Afrique a reçu pour vous Gilles Attaï. Excellente soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.